International Conference on Applied Chemistry and Environment. Today, we have a new chance to interact together and to exchange important scientific knowledge. I hope that you will be able to enjoy this virtual meeting, and we will wish you an inspiring conference and a lot of success. So, before starting this session, I would like to say that we are very pleased to welcome our respectful guest, Professor Salah Aqqal, really an expert in natural substances chemistry. Professor Salah Aqqal, we thank you so much for accepting our invitation and especially for working with me today. So, good morning, Professor Salah. And I propose to you that I invite the first speaker, you invite the second, and so on. So if you like, we can start with the first speaker. Are you agree? Professor Salah, good morning. Are you hearing us? Professor? Professor Sausan, maybe Professor Salah Aqqal has a problem in the mic, so you can begin and we will see with Professor Aqqal. Okay, thank you, Ms. Ghazza. So now we can invite the first speaker. The first speaker is Ms. Bushra Benzidiyya. Her research work deals with chemical composition and antioxidant activity of tannins extract from green rind of aloe vera. This work is directed by Professor Abdallah Shiri. So, Ms. Bushra Benzidiyya, the time is yours, please. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, ça va, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Bushra. Bonjour. Donc, je viens de partager mon exposé. Le partage d'écran est bien démarré? Oui, il suffit de le mettre diaporama. D'accord. Voilà. C'est bien? Parfait. Bonjour, chers honorables participants. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Bushra Benzidiyya, doctorante à la faculté des sciences Kenitra, Université Ben Otofaï, Maroc. Dans le cadre de la deuxième édition du Congrès international de chimie appliquée et environnement, j'ai l'honneur d'être parmi vous et j'ai le plaisir de vous présenter mon travail qui est intitulé « Composition chimique et activité antioxydante de l'extrait d'éthanol extrait à partir de l'écorce de l'aloe vera ». Ce travail est réalisé au laboratoire de matériaux électrochimie et environnement sous la direction de mes professeurs, Madame Najat Hijjaji et Monsieur Abdullah Srer. Parmi toutes les plantes médicinales utilisées, l'aloe vera est l'une des plantes les plus anciennes que nous connaissons. Et d'après Christophe Colomb, 4 végétaux sont indispensables à la vie de l'homme: le blé, la vigne, l'olivier et l'aloe. Le premier te nourrit, le second te réjouit le cœur, le troisième t'harmonise et le quatrième te guérit. Et à partir de cette conviction, nous nous sommes fixés le but sur l'extraction d'éthanol à partir de l'écorce de l'aloe vera. Le plan de notre travail est commencé par une introduction, suivie par la description de la plante, puis après les résultats et discussions, et enfin la conclusion. Dans le cadre de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, qui présentent un grand intérêt en tant que matière première,
destinée aux différents secteurs industriels, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'aloe vera. Cette étude qui vise à étudier pour la première fois la composition chimique de l'extrait d'éthanol obtenu à partir de l'écorce de l'aloe vera, ainsi l'évaluation de l'activité antioxydante. Commençons par la description de la plante. Concernant la taxonomie, l'aloe vera est d'embranchement spermaphyte sous embranchement angiosperme de famille Xanthoriaceae, genre aloe, espèce Aloe vera Burn F et de synonyme Aloe barbadensis Miller. Pour la feuille de l'aloe vera est en général constituée d'une substance transparente gélatineuse, il s'agit du gel, avec une mince couche de liquide jaune, c'est la salivar. Le tout est protégé par une écorce externe verte. Et dans ce travail, nous sommes intéressés à l'écorce. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter nos résultats. Nos résultats qui sont résumés en 3 points. Premièrement, le criblage phytochimique. Deuxièmement, la composition chimique. Et finalement, l'étude de l'activité antioxydante. Concernant les tests phytochimiques, ils sont réalisés par des réactions de caractérisation, par coloration et précipitation, dans des tubes à essai, comme vous voyez dans les images. Pour les alcaloïdes, l'apparition d'un précipité. En ce qui concerne les flavonoïdes, l'apparition d'une coloration rose-orangée qui caractérise la présence des flavones. Les tanins par la formation d'un précipité rouge. Or, concernant les stérols et triterpènes, la formation d'un anneau rouge brunâtre avec une couche surnageante qui devient verte. Alors, pour les résultats obtenus, ils sont résumés dans ce tableau. Et comme vous voyez, notre plante est riche en alcaloïdes, en tanins catéchiques, en flavonoïdes, en stérols et triterpènes et en mucilage. Pour l'étude de la composition chimique, nous sommes passés par 3 étapes. La première étape est l'extraction des tanins à partir de l'écorce de l'aloe vera. La deuxième étape, le fractionnement de l'extrait d'éthanol TAV par chromatographie sur colonne et l'obtention de 3 fractions, F1, F2 et F3. La troisième étape, l'étude de la composition chimique par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse de l'extrait TAV et de ses fractions F1, F2 et F3. L'analyse chromatographique par CPG couplée à la spectroscopie de masse de notre extrait TAV a montré que les principaux constituants sont l'acide linolénique, le phytol, l'acide palmitique et le phtalate de diazoxyde. Tandis que les principaux constituants de la première fraction est l'acide palmitique, le phtalate de dibutyle et l'acide linoléique. De plus, la deuxième fraction contient le phtalate de cyclobutyl de butyle, le phtalate de dibutyle et l'acide phtalique ester butylique de pentyle. Concernant la dernière fraction, la fraction 3, nous constatons que les principaux constituants sont le 9-heptadécanone, le phtalate de dibutyle et le phtalate de disooxyle. Passons maintenant aux résultats de l'activité antioxydante. Bon, puisque les industries s'orientent vers l'utilisation des antioxydants naturels, nous avons étudié l'activité antioxydante de notre extrait TAV avec ses fractions par la méthode de réduction du radical libre DPPH en utilisant l'acide ascorbique comme étalon. Et comme vous voyez dans le tableau, le pouvoir antioxydant a été donné par lycée
50. Les valeurs 10 et 50 sont 1,85 pour TAV, milligrammes par millilitre, 3,70 milligrammes par millilitre concernant F1. En ce qui concerne F2, IC50 est égal à 5,51 mg par millilitre. Or, la fraction 3 est de 11,04 mg par millilitre. Et d'après ces résultats, nous constatons que l'extrait TAV et la fraction 1 ont le pouvoir antioxydant le plus important par rapport aux autres fractions. Donc, pour conclure, et d'après tout ce qu'on a vu, nous constatons que l'aloe vera est riche en alcaloïdes, en tannins-catéchiques, en flavonoïdes, stérols, triterpènes, mucilage, alors que les saponines et les tannins galliques étaient absentes. Pour la composition chimique, nous avons trouvé que TAV est riche en acide palmitique, en phytol, en acide linolénique et en phtalate de diisoxyde. Pour l'activité antioxydante, nous avons montré que l'extrait TAV a une bonne activité antiradicalaire. Au final, je tiens à vous remercier pour votre attention. Et merci. Merci, Madame Bouchra Benzidia, pour cet exposé très intéressant. Donc, nous vous remercions vivement, ainsi que votre directeur de travaux de recherche. Merci. Et je vais essayer, vous avez tout d'abord une question de Madame le professeur Sonia Dridi-Dawedi. Madame le professeur Sonia Dridi-Dawedi vous dit combien y a-t-il d'espèces d'aloe vera et pourquoi avez-vous travaillé sur celle-là? Quelle est sa particularité? C'est-à-dire, pouvez-vous justifier le choix de l'espèce? Oui, pour les aloés, il y a pas mal d'espèces et pour nous, nous avons intéressé à l'aloe vera Burn F. C'est une espèce qui est très utilisée en cosmétique et en médicinal. C'est une plante médicinale très connue. Alors, le fait que c'est une plante non toxique, alors on est intéressé par la valorisation de son extrait d'éthanol et ses différents extraits. C'est pour cela ce choix de l'aloe vera Burn F. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'espèces qui existent au Maroc, d'après ce que demande Madame professeure Sonia Dridi? Normalement, l'aloe vera, c'est une plante ornementale au Maroc. C'est une plante ornementale. D'accord. Merci, mademoiselle ou madame. Et maintenant, je vais m'adresser à monsieur le professeur Salah Haqqal en tant que spécialiste, si jamais il veut poser des questions. Professeur Salah Haqqal. Professeur Salah Haqqal a un problème technique, donc il va essayer de régler la situation. Donc, ainsi, donc, Madame Bouchra, c'est moi-même qui va poser une question maintenant. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer la procédure de l'extraction d'éthanol que vous avez suivie? Oui, on a fait l'extraction par macération. On a fait l'extraction par normalement, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez fait une extraction spécifique d'éthanol? Oui, exactement, oui. C'est un protocole bien spécifique. Vous avez préparé quel type d'extrait par macération? Pardon? Vous avez préparé quel type d'extrait? L'extrait d'éthanol, extrait à partir de l'écorce de la feuille par macération, avec 3 étapes de préparation. D'accord, avec un protocole bien précis. Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire très brièvement ce protocole? Brièvement, c'est par macération en utilisant comme solvant le méthanol. Alors, parce que mademoiselle, oui. mademoiselle,
lorsque vous avez préparé un extrait à l'éthanol, normalement, vous avez préparé par macération un extrait brut éthanolique. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que vous dites que vous avez extrait l'éthanol et la composition chimique, elle est très riche en acides gras et en phtalates. Oui, oui, exactement. Donc, ce n'est pas d'éthanol normalement. Vous avez non. préparé un extrait brut, tout simplement. Et vous avez fait l'étude sur l'extrait brut, d'après ce que je viens de conclure d'après vos résultats. C'est bien ça, Oui. non? Oui, merci pour votre remarque. Mais pour le protocole qu'on a pris, c'est déjà référé par Zhang et al., par un chercheur. Donc, on a suivi les mêmes protocoles d'extraction d'éthanol et on a fait quelques modifications pour extraire juste l'éthanol à partir de l'écorce. D'accord, Madame Bouchra, donc je ne mets pas en cause votre exposé ni votre travail, mais j'apprécie beaucoup si dans le prochain exposé, il faudra décrire brièvement la procédure de l'extraction pour voir comment est-ce que vous avez extrait spécifiquement l'éthanol, d'accord? Donc, D'accord. ceci étant dit, et s'il n'y a pas d'autres, y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on pourra passer au candidat suivant. Madame Razza, on peut passer au candidat Donc, suivant. merci à vous. Merci et bonne continuation. Très gentil. Merci, professeur. Merci. Merci, bonne continuation. Donc, On va essayer de voir, professeur Sausan, on va essayer de voir avec professeur Salah Aqal, est-ce qu'il arrive à résoudre son problème. d'accord. Professeur Salah, est-ce que vous nous entendez? On vous a envoyé un petit message. Essayez de suivre les directives pour activer votre micro. Professeur, prière d'essayer d'activer les directives qu'on vous a envoyées par message pour activer votre micro. So, Professeur Sausan? Oui. On continue. D'accord. Merci. Donc, so, waiting that Professor Salah Aqal could be able to join us, we would like to invite the second speaker. Second speaker is Mrs. Zainab Maroufi, and she will present an oral communication entitled In Vitro Anti-Leishmanial Activity of Artemisia herba alba Essential Oil from Tunisia. So, Ms. Zainab Maroufi. Bonjour, excusez-moi de m'immiscer dans la réunion. En fait, Zainab Marouf, il me semble qu'elle a décliné enfin, elle ne peut pas présenter, elle n'a pas eu suffisamment de temps pour présenter, pour préparer son oral. Il me semble qu'elle a envoyé un mail aux organisateurs. Voilà, donc c'est Madame Ghazlan Marloufi, oui, je suis son encadrante. Au lieu de Zainab Maroufi. Non, je ne vais pas présenter à sa place puisque je présente autre chose après. Donc, il me semble qu'elle a envoyé un message aux organisateurs pour leur dire qu'elle ne pouvait pas participer. Elle n'a pas eu suffisamment de temps pour tout préparer, en fait. Elle soutient vendredi prochain, donc c'était impossible à faire. Ok. Voilà, je suis désolée. Pas de problème. Professor Salah Aqal, could you join us? Professor Salah? No. So next presentation will be delivered by Miss Sirin Al-Tayef.
Miss Serena Al-Tayyef would like to present an oral communication entitled Dyeing Properties and Chlorophastness of Cotton Dyed with Corchorus olitorius extracted natural dye. Miss Serena Al-Tayyef, Yes, good morning. good morning. The time is yours. Okay, thanks. Thank you. Can you hear me all Yes. clearly? Yes, perfect. Okay, thank you. Good morning, everyone. I'm here today to talk to you about the dyeing properties and color fastness of cotton fiber dyed with Corchorus olitorius extracted natural dye. Our presentation is divided in 4 sections. First of all, we're going to start with the introduction. Secondly, I will explain the extraction and the dyeing properties. Then we will discuss the mordating and fastness properties of dyed cotton. Lastly, we will finish our presentation with a conclusion. Starting with the introduction. The art of natural dyeing is one of the oldest techniques known to mankind and dates back to the dawn of civilization. Until the 19th centuries, dyes were natural. In the Middle Age in particular, the trend towards bright colors was to take hold in Europe and lead to an increase in the consumption of dyes. In 1856, the appearance of the first synthetic dye. From that time on, discoveries will follow one another to a quick speed and synthetic dyes will multiply. But nevertheless, natural dyes are environmentally friendly and they are obtained from renewable resources, unlike synthetic dyes. That's why a higher demand is directed towards greener alternatives. I would like now to move to the main goal of this work. In fact, the aim of this work is to dye a textile support with a natural dye extracted from Corchorus olitorius and to study the fastness properties of this support. Let us come now to the next point, dye extraction. Corchorus olitorius used during this work were purchased from Gabes region in the southeast of Tunisia in February 2018, and to ensure the homogeneity of the material, all the quantity used was purchased from the same supplier. The extraction was carried out using an unconventional ultrasonic process using ethanol as a solvent under 17-degree temperature conditions, 25 minutes, and 1:10 bath ratio. Sorry, I think I have a small problem. Serene? Sorry, I don't know why it refused to work here for me. Okay, no problem. Mademoiselle, vous pouvez sortir de votre
de votre partage d'écran et vous le faites une autre fois. Escape, vous appuyez sur Escape ou bien Échappe, puis vous rentrez une autre fois. Can I continue from that on? Can I finish from that? Yeah. Okay, thanks. Yes. Thank you. Sorry. Okay, moving No now worries, to the no dyeing problem. process. The cotton fabrics were dyed using a laboratory dyeing machine at a liquid ratio of 140. Then the dyed fabrics were rinsed with water and dried at room temperature. Dye bath pH, temperature, and the dyeing time were the three dyeing conditions studied. The textile material was treated at different temperature for different duration and for different dye bath pH. The color strength of the dyed fabrics was measured using a data color spectrophotometer. About the dyeing properties, as it can be observed, the pH of the dyeing solution is an important parameter for the adsorption process. In fact, the effect of the dye bath pH can be attributed to the correlation between the dye structure, the fiber used, and the dye stability. The color strength increases considerably from pH 4 to pH 8 to reach an optimal dye bath pH at 8. At pH above 8, an important decrease in the color strength value is observed, indicating that the interaction between the cotton fiber and the phenolic extract play an important role in the adsorption of the dye staff material into cotton. It is also important to talk about the effect of dyeing temperature. As shown in this figure, the color strength increases with the increase of dyeing temperature to reach a maximum value of color strength at 110 degrees. Indeed, heating increases the cotton fiber swelling and the solubility of the extracted dye stuff become higher. Thus, the diffusion of the dye molecules to the fiber become easier, and thus the color strength value increases. For the effect of the dyeing duration, it can be noticed that the color strength was improved when the dyeing time increased until a maximum of 16 minutes. Okay. Let's take a look now on the evaluation of the mordating methods. In the case of mordating, pre-mordating, metamordating, and post-mordating were used. Three mordes including aluminum sulfate, ferrous sulfate, and copper sulfate were used with a concentration of 1%. The effect of mordating methods on the dyeing of cotton with different mordants is shown in this figure. It is observed that the color strength value of the dyed cotton fabrics increases considerably by using a pre-mordating process. It can be also seen that the best results of the cotton strength were reached with the aluminum sulfate mordant. Indeed, the use of a mordant in a pre-mordating dyeing process allows the formation of insoluble complex, including the dye molecules, the mordant, and the function groups of the fiber. That leads us into the next point, the fastness properties of dyed cotton. The color fastness of dyed fabric with and without mordant was given in this table. The samples of color fastness to washing were assessed on the basis of change in color and staining to the adjacent fabrics with the help of a grayscale. In fact, the mordating process helped improving the fastness rating from poor to good. And the final section of our presentation is the conclusion. To sum up, the
The current work has provided an efficient method for cotton dyeing using an ecological extract of Coccus oleifera. The influence of different experimental conditions on dyeing properties was examined, and the natural dye applied with different more dative methods enhances the fastness properties of dyed cotton fabric. The experimental results showed also that the best dyeing performance was achieved using aluminum sulfate as a mordant. Thank you everyone for your attention. I hope it was interesting. Thank you. Thank you, Miss Serena Al-Tayyaf, for this impressive work. We thank also your director, Professor Saber bin Abd Salam. And I think once now Professor Sarah Aqal can join us. And first, I will give you the questions of Professor Sonia Dridi. Donc, Professor Sonia Dridi Dawedi asks as follows: your dye is natural, but is your extraction method an eco-friendly process? This is the first question. After that, she says, did you check the degradation of the coloring solution at high temperature? Because generally, polyphenols do not support a high temperature above 80 degrees. Okay, about the first question. Yes, my extract is an ecological extract with an ecological extraction process. For the second question, the stability of my, yes, we already tested the stability of the extracted for higher temperature. Okay, thank you, Ms. Sirin. And now I should be addressed to Professor Salah Aqal. Welcome, Professor. If you have any intervention or any question, Professor Salah, good morning. Good morning. We welcome You you. understand me now? Yeah. Welcome. If you have any question about this presentation, please. Just one question for the use the ethanol in 17 degree. It's not to degrade the component or other molecule in this cotton. Sorry, can you please repeat the question? Okay, just I make in the chat. Okay, perfect. Okay. That's better. Okay, so waiting Professor Salah, you have another question from Ghazlan Makhloufi. Ghazlan Makhloufi says, I have a question. What are the potential uses of this extract, please? Yes, the potential uses of this extract is the dyeing of a cotton fiber. We use this extract for the dyeing, for the ecological dyeing of cotton fabric. It's an ecological extract for the dyeing process, for an ecological dyeing process. Unlike the synthetic dyes, it's an ecological extract. Maybe Ghazlan wanted to know if there are other practices for Corchorus olitorius extracts, if you like. Do you know if there are other potential uses? Yes, mainly medical uses, she said.
Yes, probably. Probably there is many medical uses for this plant. Example? Do you know? Can you give No, any no. example? Honestly, no. I don't remember now. Honestly, no. Okay, but you should know also. Yeah, You I'll check it you did later. the choice for typically medicinal uses and dyeing uses also. Yes, I'm gonna check that later. Thank you. Okay, so check it, please. Thank you. Thank you. Not at all. Professor Salah, Yes. your question was? Vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. On vous attend. OK, OK. Thank you very much. Bonjour à tout le monde en Tunisie. Je suis très content d'être parmi vous à distance. L'honneur est à nous. Hein? Merci beaucoup. L'honneur est à nous. Nous avons le plaisir de vous avoir parmi nous. OK, pour moi aussi, je suis très content. Je vous remercie pour cette belle organisation à distance, online. Je vous remercie tout le monde, le professeur Hatem, Leila Tridi, Sousen, tout le monde là-bas. Je suis très content. Juste une simple question pour Madame, pour Cyrine. Comment vous utilisez le méthanol à 102 degrés? Je pense comme ça. Je ne sais pas si je suis de l'éthanol à 110 ou bien à 110 degrés d'extraction. I use the ethanol with the distillate water for the extraction of this color extract at 17 degree. At 17 degree, yes. A percentage of ethanol with distillate water for the extraction of my natural dye. Okay. Okay, thank you, Miss Cyrine El-Tayef. And since there are no other questions, yes, we would like to thank you, and we hope for you and your professor a lot of success. Thank you. Thank you so much. Okay. So, Professor Salah, you can invite the next speaker, please. Can you do it? The next speaker, I think, is Makhloufi Ghuzlan. Yes, that's it. Okay. Yes. Miss Hello. Then you have, I think, 10 minutes for presented your special Yes. work. I will try to do it in 10 minutes. Okay. I don't know if I can. Non. Cyrine doit arrêter son partage écran. Voilà, merci. Est-ce que vous voyez la présentation? OK. Oui, parfait. Okay. So hello everybody. My name is Roslane Makhloufi. I'm an associate professor in the Faculty of Pharmacy belonging to Université Paris-Saclay. I will present you today some results of our study about the encapsulation of curcumin in nanoemulsions for a topical application. Curcumin is a natural molecule extracted from Curcuma longa, and we were interested on this molecule because it has many biological properties. Curcumin is used to treat cancers, diabetes, arthritis. Curcum is also used to improve wound healing, mainly because it reduces inflammation and bacterial proliferation. However, curcumin is highly lipophilic molecule and its solubility in water is very limited. Moreover, curcumin is sensitive to temperature higher than 70 degrees, to basic pH and to light exposure. That's why curcumin is easily degraded in aqueous media under these conditions. And all these factors limit the medical and pharmaceutical uses of curcumin. So it will be interesting to encapsulate curcumin into innovative formulations
in order to overcome these limitations. And for that, we were interested on oil in water nanoemulsions, which are emulsions with mean droplets size lower than almost 200 nanometer. And we choose this kind of drug delivery system because it has many advantages. Indeed, besides being easy to formulate, nanoemulsions increase the solubility of an active pharmaceutical ingredient, and consequently its bioavailability, its stability, its controlled release, and its protection from enzymatic and chemical degradations. Additionally, the small droplet sizes give to nanoemulsions kinetic stability and approved efficiency in improving skin delivery of hydrophobic drugs. In our team, we were interested in stabilizing emulsions and nanoemulsions by biopolymers, and we developed nanoemulsions stabilized by a whey protein named the beta-lactoglobulin. We aimed to replace or to reduce the use of synthetic surfactants, which are known to be potentially toxic or irritant. Thus, nanoemulsions stabilized with or by this protein showed a great stability owing to the formation of a viscoelastic film surrounding the nanodroplets, thanks to the adsorption of beta-lactoglobulin at the interface. Nanoemulsions were prepared by adding 5% of oil composed by Migliol, which is an oil used in pharmaceutical formulations, to a continuous phase composed by a solution of beta-lactoglobulin at 1%. We obtained a coarse emulsions that was immediately introduced in high pressure homogenizer for 4 cycles, operating at a pressure of 100 megapascal. And we obtained nanoemulsions with nanodroplets having a mean diameter of 220 nanometer almost. Thus, we aim to use this kind of system to encapsulate curcumin for a topical application. And we fixed the concentration of curcumin in Migliol at 0.25% after an optimization study. So first, we would like to know if the introduction of the curcumin into the dispersed phase of nanoemulsion will or not disturb this kind of system. For that, we led stability study on 80 days. Then, in vitro diffusion study will help us to know if nanoemulsion allow or not the release of curcumin. First, we characterized nanoemulsions formulated with curcumin, here appeared in yellow, and without curcumin, here appear white. So we had 2 systems. Visually, there's no phase separation phenomenon observed in both systems, even at day 80 after the formulation. So both systems were visually stable. And the stability was even followed by measuring the backscattered light throughout the tube containing sample over a period of storage of 80 days. So here you see the backscattered lights over the tube, throughout the tube. And arrows show the time evolution of the backscattered light. We see that both samples show same evolution. We see here an increase, a decrease of backscattered light at the bottom of the tube and an increase of backscattered light at the top of the tube.
These phenomenon or this kind of evolution of the biscattered light indicated a creaming phenomenon in samples during storage. However, this creaming is a reversible phenomenon, as the mean diameter in both systems, so in nanoemulsions with and without curcumin, did not significantly evolve over time, as we see here in the graph on the left. The mean diameter was about 220 nanometer for both systems. So we can say that the introduction of curcumin into the oily phase of nanoemulsion does not interfere with the system, and that formulated nanoemulsion are stable for 80 days. After that, we aim to determine if the encapsulated curcumin can be released from the dispersed phase of nanoemulsion. For that, we led in vitro diffusion study over 46 hours at 37 degrees. And we used the France cell device. So we put our sample here in the donor compartment, and the sample was in contact with a synthetic membrane. And we put in the receptor compartment a mix of phosphate buffer, ethanol, a surfactant, and ascorbic acid. And after sampling in the receptor medium at different times, the curcumin concentration was determined by UV visible spectrophotometry. We followed the diffusion of curcumin from two different systems. The curcumin encapsulated into the oily phase of nanoemulsion, and the curcumin solubilized in migliol. As we see here on the graph, cumulated amount of curcumin increased over time, and the curcumin diffused through the synthetic membrane, both from nanoemulsion and from oil. And the percentage of curcumin that diffused after 46 hours was of 22% for migliol and 80% for nanoemulsions. Thus, nanoemulsion effectively allow a release of the curcumin. In conclusion, we can say that we were able to increase the solubility of curcumin by solubilizing it into the oily phase of an oil in water nanoemulsion. And here, our study shows that the curcumin encapsulation did not disturb the droplet size and the stability of nanoemulsion for at least 80 days. We also saw that this drug delivery system allowed the in vitro diffusion of the curcumin through a synthetic membrane. So this kind of encapsulation of curcumin is an interesting delivery system of curcumin for a topical application. And thank you for your attention. Thank you very much for this nice presentation. If you have any question for Dan. So maybe I would like to ask Ghazlan Makhloufi. So your work was very innovative and interesting, but would you like to explain me why did you choose curcumin as an active principle? Curcumin here is only a model molecule. We worked on other kind of molecule, and here it was only a model, and we used it because it was easy to determine concentration by UV visible spectrophotometry. Okay, thank you. You're welcome. I have just one question. How to explain the solubility in pH equal 5, but the pH of the aqueous more than 7? We solubilize curcumin in the oily phase, in oil.
It's not in Okay. in the aqueous phase. Okay. And the NE stability for 80 days. How we use it? Why we fix it at 80 days? Yes. Because we had a trainer. He make this study, and he was here for 80 days. So we did it on 80 days. Okay, thank you. It's just a practical point. Okay, thank you. You're welcome. Or the other, if any question? Yes, it seems that Professor Hatem Dawadi wants to ask a question. Good morning, good morning, my friend. Bonjour, mon ami Souhaiter la Hatem. bienvenue à professeur Salah Aqal. Moi aussi. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Donc, encore une fois, merci pour votre présence et vos Moi aussi, je encouragements. vous remercie pour l'invitation et pour Ma question va s'adresser à la participante. Oui, bonjour. Sophie Roselaine. Donc, Bonjour. j'ai vu que vous faites de l'encapsulation du curcuma. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez fait des mesures de rétrodiffusion de curcuma à partir des capsules que vous faites vers un milieu physiologique ou bien vers un milieu aqueux, ou est-ce que vous avez fait des mesures de ce genre, de transfert de masse des capsules vers le milieu extérieur? Non, Et nous l'avons pas fait pour. Très bel pour exposé. Merci beaucoup. Non, nous l'avons pas fait pour. Au fait, le point de départ de cette recherche, c'était vraiment d'essayer de voir si le système de nanoémulsion stabilisé avec cette protéine pouvait nous permettre d'encapsuler une substance active. Et nous avons pris la curcumine comme un modèle. Nous avons choisi un petit peu la facilité aussi, c'est que nous pouvions faire des mesures enfin, nous pouvions déterminer la concentration par une méthode très simple qui est la spectrophotométrie UV visible. Donc pour éviter l'HPLC et tout ce qui va avec. Et du coup, c'était vraiment un travail préliminaire sur la capacité de ce système-là à encapsuler une substance active modèle. Et donc, nous ne l'avons pas fait avec la curcumine. Par contre, nous avons utilisé ce système. Malheureusement, mon étudiante n'a pas pu présenter ses travaux de recherche en encapsulant un extrait de citrus dans ce système-là. Et nous avons essayé de voir justement la diffusion de l'extrait de citrus à partir de ce système dans un milieu biologique. Et ça diffuse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci, Madame Marlouf, pour ces réponses. Merci à vous. Donc, j'ai une autre petite question, si vous permettez. Oui. Vous m'entendez? Oui. Pourquoi le choix d'encapsuler? Le pourquoi, je ne l'ai pas bien saisi dans votre exposé. Pourquoi vouloir encapsuler une substance active alors qu'elle peut agir directement? Parce que pour le curcuma, je suppose qu'on l'utilise directement, sans encapsulation, dans notre nourriture quotidienne. Mais le choix de l'encapsulation est un peu, disons, ça me pose, ça m'oblige à me poser des questions en fait. Est-ce que vous envisagez la libération, disons, programmée d'une substance active, donc vous essayez de l'encapsuler, puis de contrôler sans relargage, ou bien c'est pour une autre raison? Le pourquoi de l'encapsulation en fait? Alors, le pourquoi de l'encapsulation, parce que, bon, c'est vrai que le curcuma ou la curcumine, qui est une molécule du curcuma, le curcuma, on le consomme comme ça. Sauf que, en fait, on ne profite pas réellement de tous les bénéfices de cette molécule parce qu'elle est très peu biodisponible. Donc, une fois introduite, elle est peu biodisponible du fait qu'elle soit très peu soluble dans l'eau
et qu'il est très lipophile. Donc, c'est vrai qu'on peut en consommer, on en profite très très peu. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter sa solubilité en l'introduisant dans un milieu qui va favoriser sa solubilisation, notamment dans un milieu huileux. Donc, c'était ça notre objectif. Et on avait aussi un autre objectif. Donc, nous essayons à plus long terme, nous souhaiterions utiliser la curcumine comme un moyen de cicatrisation d'une plaie. Donc, on va l'utiliser pour faire cicatriser une plaie. Si on l'utilise directement, c'est ce qui est utilisé par des pratiques dans les communautés indiennes. La curcumine, elle peut être dégradée facilement. Par exemple, si elle est mise à l'air libre ou sous la lumière. Donc, nous, on voulait aussi utiliser un système d'encapsulation pour pouvoir le mettre sur la plaie, pour essayer de protéger au maximum cette curcumine. Et en plus, l'avantage de la nanoémulsion, c'est que ça a démontré une meilleure capacité de pénétration d'une substance active hydrophobe à travers la peau. Donc, en fait, on va un petit peu plus loin dans la peau quand on a ce type de système d'administration. Voilà. C'est clair. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Merci, monsieur le professeur Hatem Zawadi. Merci, Roselyne Makhloufi. Et la parole est de nouveau à professeur Salah Aqal. Okay, merci, Madame Sousan. I think the next speaker, Noura Ben Belqasem. C'est présent? The next speaker. Noura Ben Belqasem, I think, oui. Seems that she is absent. Noura is absent. Yes. Donc, le suivant, c'est Imen Zghibi. Dear Chairman, we are going to broadcast a recording of the participation of Mrs. Imen Zghibi, who probably has connection problems, hoping that she can join us to answer the questions. Thank you. Dear Chairman, Yes. We are going to broadcast a recording of the participation of Mrs. Imen Zghibi. She probably has connection problems, hoping that she can join us to answer the questions. Thank you. Okay, Ghazza. Okay, thank you. Bonjour, je me présente, je suis Imen Zghibi, docteur en sciences biologiques. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une partie de mes travaux de thèse intitulée « L'effet de la variation géographique et de la méthode d'extraction sur la composition chimique de la Borago officinalis L ». Ce travail est le fruit d'une collaboration entre l'IPEST et l'IPHC de la faculté de pharmacie de Strasbourg sous la direction du professeur Menef Abdelrabba. Comporte 4 grandes parties. On commence par la présentation générale, suivie de la partie matériel et méthode, analyse des résultats et discussion, et pour finir, une conclusion et des perspectives. Les avancées technologiques successives constatées au niveau des industries pharmaceutiques, cosmétiques et les agro-industries, par une utilisation de plus en plus intense des produits équivalents issus de synthèse chimique, présentent de nos jours de véritables dangers, non seulement pour l'être humain, mais aussi pour l'environnement. Face à cette menace plus que jamais tangible, l'alternative est de substituer ces produits chimiques par des produits d'origine naturelle. Les supérieurs ont la capacité de synthétiser par des voies métaboliques complexes de nombreux composés tels que les tanins, les vitamines, les terpènes, les anthocyanes ou encore les flavonoïdes, ayant des propriétés physico-chimiques et se caractérisant par une large gamme d'activités. La région du nord-est tunisien, par sa position géographique stratégique, comporte un important potentiel et une richesse floristique inestimable. En effet, elle s'étend sur 7 gouvernorats et elle bénéficie d'un milieu naturel riche en plaines, montagnes, forêts et lacs.
Dans ce contexte de chimie verte qui adopte toutes les précautions nécessaires pour la protection de l'homme et de l'environnement, l'objectif de notre travail est d'analyser l'effet de la variation géographique et de la technique d'extraction sur la composition chimique des extraits de la plante tunisienne, la Borago officinalis L, collectés de 3 sites de la région du Nord-Est, en utilisant la technique de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. La Borago officinalis L est une herbacée annuelle de la famille des Boraginaceae, du genre Borago et espèce officinalis. Son nom arabe est Bourriche. Ses fleurs sont bleues et elle est caractérisée par 2 types de feuilles, les feuilles supérieures de forme ovale et les feuilles basales qu'on appelle rosettes. De nombreux travaux antérieurs se sont focalisés sur la richesse de sa graine en acides gras, tels que l'acide stéarique, l'acide gamma-linolénique et l'acide palmitique. Plusieurs investigations ont montré les activités biologiques de cette plante, à savoir l'activité antioxydante, antibactérienne et l'activité cicatrisante. Les aériennes fraîches de la Borago officinalis L ont été collectées en stade de pleine floraison en avril 2016 de 3 gouvernorats différents de la région du Nord-Est, à savoir Bizerte, Tunis et Zagouan. Le tableau résume les principales caractéristiques de 3 sites de collecte, à savoir la latitude, la longitude, l'altitude, la pluviométrie et le bioclimat de chaque région. Les parties aériennes ont été extraites par 2 techniques différentes, la macération à froid et la méthode de Soxhlet, en utilisant 2 solvants différents, le méthanol et l'éthanol. Une fois qu'on a obtenu les différents échantillons, l'analyse elle a été réalisée par la méthode de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Les rendements globaux d'extraction varient de 7,6 à 22%. On note une différence significative selon la région de collecte, le solvant et la méthode d'extraction, avec, comme vous le voyez sur la figure, les meilleurs rendements ont été obtenus avec. Donc, dans ce qui suit, et puis pour une meilleure compréhension, nos extraits ont été annotés par 3 lettres. La première lettre montre la méthode utilisée, la deuxième, le solvant, et le troisième, la région. Par exemple, l'extrait MMZ. La première lettre M, c'est pour la méthode, c'est-à-dire macération à froid ou Soxhlet. La deuxième, c'est pour le solvant, méthanol ou éthanol. Et la troisième lettre, c'est pour la région Z, pour dire la région de Zagouan. Comme ici, ce tableau résume les concentrations des composés qu'on a identifiés par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse dans les 8 extraits. 11 composés phénoliques ont été détectés avec des différences significatives d'un extrait à un autre. Force est de remarquer que l'acide rosmarinique demeure le plus abondant parmi toutes les molécules détectées, mais on remarque qu'il y a des différences significatives, comme par exemple pour l'acide salviolinique, où on le trouve à une teneur de 0,18 mg par gramme matière sèche dans l'extrait MMZ, alors qu'il n'a pas été détecté dans l'extrait MMB, MMT, ou encore l'extrait SEB, SET et MEB. Cette figure montre l'abondance en acide rosmarinique dans les différents extraits, mais il est très clair que cet acide est très abondant dans les extraits de la région de Zagouan et l'extrait méthanolique de la région de Zagouan qu'on a obtenu par macération à froid est le plus riche en acide rosmarinique. Notons que cet acide est connu pour ses effets antioxydants, antiviraux et anti-inflammatoires. Une analyse en composantes principales a été générée correspondante aux résultats du chloromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse sur les 8 extraits. 2 traits écologiques ont été ajoutés qui sont l'altitude et la pluviométrie de chaque région
comme variable supplémentaire pour maximiser les sorties d'ACP. Les résultats sont générés sur des axes F1 et F2 qui représentent ensemble 79,99% de la variabilité totale. Le facteur attitude projeté positivement sur l'axe F2 est corrélé avec les extraits SEZ, SMZ et MMZ de la région de Zagouan qui correspond à l'attitude la plus élevée et la pluviométrie la plus faible qui est corrélée négativement. D'après les résultats de la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse, ces extraits sont les plus riches en acide rosmarinique, acide caféique et en rutocide et en acaticide. Le facteur pluviométrie est par contre corrélé positivement avec les extraits SET, SEB et MEB. Cette étude statistique a mis en exergue l'importance de ces facteurs qui influencent qualitativement et quantitativement la composition chimique des plantes. En effet, elle dépend de la méthode d'extraction, de la région de collecte et aussi du solvant employé. Ces résultats probants témoignent du bien fondé du choix de la région du Nord-Est qui, malgré sa surface restreinte, est dotée de caractéristiques importantes, à savoir sa richesse, sa diversité et sa spécificité. Pour conclure, rappelons que notre problématique étant de faire face à l'utilisation abusive des produits issus de synthèse chimique. Cette étude a permis de mettre en exergue qu'une variabilité de la composition chimique des extraits de Borago officinalis a été détectée selon la région de collecte. Ceci peut être probablement lié à des facteurs climatiques et environnementaux. Le choix de la méthode d'extraction et du solvant employé ont également un impact important dans la détermination des caractéristiques spécifiques des extraits des plantes. Compte tenu des résultats obtenus, il est recommandé de consolider ce travail par l'application de ces composés à haute valeur ajoutée dans le domaine industriel, à savoir pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Merci pour votre attention. Merci, Madame Imen, pour cet exposé. Si vous avez des questions ou je ne sais pas, à tout le monde. Unfortunately, Mrs. Imen could not join us. That was a recording, and Mrs. Imen couldn't join us. OK, puisque c'est un enregistrement, comme l'a dit Madame Raza, donc nous avons posé les questions quand même, et ça va rester un souvenir pour Madame Imen, c'est encourageant pour elle. Donc, Madame Sonia Dridi Dawedi est intéressée à ce travail et elle pose la question suivante. Comment expliquez-vous la différence entre les extraits des différentes régions? Qu'est-ce que la région de Zarouen a de spécial? La pluviométrie ne peut pas tout expliquer. Et Ghazlan Makhloufi dit qu'elle a plusieurs questions et qu'elle pourra poser à Madame Imen plus tard. Donc, puisque Madame Imen n'est pas présente et nous venons de recevoir son enregistrement, donc nous allons lui féliciter pour ce travail. Elle pourra discuter avec nos collègues et participants. Donc, et nous allons lui souhaiter un bon avenir et le bon courage. Et nous allons passer tout de suite à la candidate suivante, après l'accord du monsieur le professeur Salah Haqqal, bien évidemment. OK, thank you. OK, vous pouvez Thank you. Donc, next speaker is Miss Ismail Shiraz. Ismail Shiraz will present an oral communication entitled Design of New Carbonic Anhydrase Inhibitors Derived from 1,5-benzodiazepines, and this research work is directed by Professor Rafiq Al-Gharbi. Ms. Shiraz, time is yours. Dear Chairman,
Good morning. Also, Shiraz Ismail just informed us that she has a problem with her computer. We will broadcast the recording that she already sent, and we call her to try to connect with another device in order to answer the questions. Okay, thank you. Thank you, Ms. Razza. Okay, perfect. Bonjour à tous. À l'occasion de la deuxième édition de notre Congrès international de chimie appliquée et environnement, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une partie de mes travaux de thèse intitulée « Synthèse et conception des nouveaux inhibiteurs de l'anhydrase carbonique dérivée des 1,5-benzodiazépines ». Ce travail a été réalisé sous l'encadrement du professeur Rafiq Gharbi et au sein de l'unité de recherche chimie appliquée et environnement sous la direction du professeur Hatem Dawedi. Pour avoir une idée générale sur mon travail, j'adopterai le plan suivant. Je commencerai par une introduction générale. Dans la partie suivante, je vais introduire des études bibliographiques. Dans ce qui suit, on va s'intéresser à la synthèse des N-triazolosulfonamide benzodiazépine, puis les études et résultats biologiques, et on finira par une introduction. Introduction. Aujourd'hui, l'être humain se trouve en face à une consommation excessive sur le système nerveux. Ont démontré que la composition chimique et les principes actifs de ce genre de médicaments sont des structures organiques hétérocycliques. On s'intéresse à la connaissance et à l'étude de quel genre de structures hétérocycliques s'agit-il. Différents domaines intéressants tels que la biochimie, l'industrie pharmaceutique, les polymères, les colorants alimentaires, le domaine de l'électronique aussi et dans diverses applications photochimiques. Parmi ces structures hétérocycliques ayant un véritable succès dans le monde de l'industrie pharmaceutique, on parle de la famille des benzodiazépines. C'est une classe des médicaments psychotropes qui sont considérés comme les médicaments les plus vendus dans le monde entier. Pour savoir l'histoire de ces benzodiazépines, on passera à quelques rappels bibliographiques. Historiquement, le chlordiazepoxide est la première benzodiazépine synthétisée par hasard par Leo Steinbach en 1957. Ce produit très actif a été soumis à des tests pharmacologiques pour présenter ainsi ses différentes activités biologiques et pharmacologiques intéressantes, telles que sédatives, analgésiques, antibactériennes, anticonvulsivantes et antidépressives. Pour cela, ce produit très actif a été commercialisé à partir de 1960 sous le nom de Libra. Selon la structure de ce chlordiazepoxide, on remarque que le squelette de base est principalement un cycle diazépine fusionné à un cycle benzénique. Et selon la position de deux atomes d'azote, on peut distinguer trois familles des benzodiazépines.
la famille de 3 benzodiazépines, un 4 benzodiazépines et un 5 benzodiazépines qu'on va s'en intéresser grâce à son profil pharmacologique très important et ses méthodologies de synthèse intéressantes aussi. Pour cela, on s'intéresse à l'étude des différentes méthodologies de synthèse. On constate que ces 1,5 benzodiazépines ont été synthétisés dans la majorité des travaux à partir des réactions de condensation entre l'orthophénylendiamine et soit un système énonique, soit 2 équivalents de cétone ou bien sur un bêta-cétoester. Ces structures benzodiazépiniques se considèrent comme une matière première et un intermédiaire clé pour la synthèse des différentes molécules hétérocycliques ayant. L'objectif de départ de nos travaux consiste à l'accès à des hybrides moléculaires de type benzodiazépine hétérocycle qui sont liés par le biais d'un bras espaceur. Ces molécules hybrides peuvent présenter un profil pharmacologique intéressant et des activités biologiques importantes. La préparation des intermédiaires clés consiste à la synthèse de notre 1,5 benzodiazépine 2,1 de départ suivant la réaction proposée par Mohamed Hamdi en 1994. Elle se base sur la condensation de l'orthophénylendiamine sur un bêta-cétoester cyclique très potentiel d'origine naturelle, c'est le 4-hydroxycomarine. Cette réaction se fait dans le xylène à reflux pendant 3 heures. Les points forts de cette réaction, c'est qu'elle se base sur des réactifs simples, intéressants et moins cher coûteux. Le produit est obtenu avec un très bon rendement et il se précipite rapidement à chaud dans le milieu réactionnel. Cette molécule présente de nombreux sites électrophiles et nucléophiles, ce qui diversifie ses possibilités de fonctionnalisation. Notre stratégie consiste alors à la N-fonctionnalisation de manière extracyclique propargylée. On a commencé alors à préparer les systèmes dipolarophiliques N1 propargylé et N1, N5 dipropargylé. Selon les 2 réactions suivantes, les composés 2 et 3 ont été obtenus avec des bons rendements. Après la préparation de nos systèmes dipolarophiliques 2 et 3, on vise la synthèse des hybrides à partir des 1,5 benzodiazépines liant des triazoles à partir des réactions de cycloaddition N3 dipolaire alkine-azide. On rappelle que ces motifs triazoliques peuvent être synthétisés à partir des réactions de cycloaddition qui nécessitent la préparation des alcynes et des azotures. Pour cela, on a préparé une série d'azotures sulfonamides. Ce choix de synthèse de ces azotures est lié principalement à leur activité importante en tant que des bons inhibiteurs de la nitrase carbonique. Pour mieux expliquer ces notions, la nitrase carbonique est une enzyme présente à la surface plasmique intracellulaire des globules rouges de l'être humain, qui transforme le CO2 en H2CO3 et inversement. Les inhibiteurs de la nitrase carbonique sont une classe de composés pharmaceutiques qui inhibent l'activité de ce genre d'enzymes. Parmi les bons inhibiteurs de la nitrase carbonique ayant ses propriétés pharmacologiques, les composés sulfonamidiques sont considérés parmi les top inhibiteurs de ce genre. En se basant sur cette stratégie, on a réalisé 2 séries de synthèse des cycloadditions catalysées
par le cuivre entre les dipolarophiles benzodiazépiniques et les azotures sulfonamides selon les réactions suivantes. Les composés ont été obtenus avec de très bons rendements entre 60 à 87%. En parallèle avec la synthèse de chaque produit, une élucidation structurale a été réalisée afin de vérifier et confirmer les structures attendues par un ramen de protons carbone 13 mono didimensionnel et par HRMS. Les composés synthétisés ont été testés pour leur capacité d'inhiber l'activité de différents isoformes de l'anhydrase carbonique de l'être humain, pour donner des résultats encourageants en les comparant avec un standard sulfonamide acétazolamide. Dans le tableau suivant, les composés qui sont double tête N-triazolo sulfonamide benzodiazépine sont ceux qui ont présenté des taux d'inhibition les plus efficaces, ce qui explique l'importance des groupements sulfonamidiques dans l'inhibition de l'activité de cette enzyme. Les composés synthétisés ont été testés pour leur capacité d'inhiber l'activité de différents isoformes. En conclusion, les composés synthétisés ont été testés pour leur capacité d'inhiber l'activité de différents isoformes de l'anhydrase carbonique de l'être humain, pour donner des résultats encourageants en les comparant avec un standard sulfonamide acétazolamide. Dans le tableau suivant, les composés qui sont double tête N-triazolo sulfonamide benzodiazépine sont ceux qui ont présenté des taux d'inhibition les plus efficaces, ce qui explique l'importance des groupements sulfonamidiques dans l'inhibition de l'activité de cette enzyme. En conclusion, pour conclure, l'objectif principal était la synthèse des nouveaux hybrides moléculaires de type benzodiazépine triazole. On a eu l'accès à ces cibles en utilisant des procédures originales ainsi que des méthodes de synthèse performantes en adoptant la chimie clique. Après, on a réussi à valoriser les travaux avec des tests biologiques originaux qui seront un projet de publication. Merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Shiraz Ismail. Donc, est-ce que Shiraz Ismail vient de nous rejoindre tout d'abord? Yes, Mrs. Shiraz Ismail has just joined us, so she can answer the question. OK. Donc, Ismail Shiraz. Ismail. Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc, je vous félicite infiniment pour votre présentation très pertinente. Donc, c'est un travail innovatif. Donc, nous voyons que on a commencé par l'extraction de produits naturels et maintenant on voit la continuité entre tout ce qui est produit naturel et tout ce qui est produit synthétique. Donc, ce sont deux disciplines complémentaires et comme nous le savons tous, notre objectif principal, c'est de sauver la santé humaine. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui qu'on est tous en ligne, on est en train de communiquer virtuellement à cause de ce problème causé par cette pandémie générale du coronavirus. Donc, tout le monde ici, normalement, font de la recherche pour lutter contre. Donc, on vous félicite beaucoup, mademoiselle Shiraz. C'est un travail très pertinent qui vise la valorisation des produits synthétiques de type benzodiazépine qui possèdent plusieurs activités médicinales. Et je trouve l'occasion de féliciter monsieur le professeur Rafiq El-Gharbi pour tous les efforts qu'il a déployés pour que vous puissiez arriver à nous présenter ce travail excellent. Donc, merci beaucoup. On va voir maintenant les questions. Donc, il y en a madame Roslane Makhloufi qui vous dit « J'ai deux questions.
D'abord, je souhaiterais savoir quels sont les avantages de la synthèse de ces molécules alors que ce type d'actif existe déjà sur le marché. Ensuite, j'ai un peu de mal à comprendre les valeurs dans le tableau 1. Est-ce qu'il y a des valeurs de référence pour faire la comparaison? Je commencerai par la deuxième question. Oui, j'ai mis déjà la référence, c'est l'acétazolamide. C'est un standard avec lequel on a fait la comparaison des valeurs dans le tableau. Il est déjà mentionné dans le tableau. D'accord. La première question, s'il vous plaît. La première question, excusez-moi, madame, c'était Elle quoi? vous dit, je répète la question. Donc, madame Roslane Makhloufi vous pose la question suivante. D'abord, je souhaiterais savoir quels sont les avantages de la synthèse de ces molécules alors que ce type d'actif existe déjà sur le marché. Les benzodiazépines, d'après madame Makhloufi, elles existent déjà, elles sont commercialisées. Pourquoi est-ce que vous visez faire ces modifications? Quel est l'objectif principal de votre travail, si vous voulez? D'accord. En fait, c'est le squelette de base qui est présent dans le marché. C'est le cycle benzodiazépinique, il est présent. Mais la continuité des travaux de synthèse, par exemple, de fonctionnaliser sur les sites actifs de ce cycle benzodiazépinique, ce sont des nouveaux motifs. Ils ne sont pas présents déjà. Ce sont des nouvelles molécules. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire des hémisynthèses dans l'objectif d'améliorer l'activité, si vous voulez, quelque part. Oui, c'est ça. Voilà. Merci bien, Shiraz. Donc, je vais rendre maintenant la parole à monsieur le professeur Salah Haqqal, s'il a quelques interventions. Oui, je m'entends, oui. Moi aussi, je félicite Madame Shiraz pour ce travail. Elle est vraiment très intéressant, surtout dans le domaine de synthèse ou bien l'hémisynthèse des molécules naturelles bioactives. Surtout, on se base sur les substitutions, sur les sites actifs. Moi aussi, je suis vraiment ravi de ce travail avec nos collègues tunisiens. C'est le domaine de la synthèse organique. D'accord, oui. Merci, monsieur Salah Haqqal. Merci, monsieur. Il y a une autre question de Roslane, toujours. Alors, madame Roslane. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, madame Roslane, de nouveau? Les benzodiazépines sont connues pour avoir des effets secondaires importants. Pensez-vous que les molécules que vous êtes en train de synthétiser présentent moins d'effets du fait de leur origine naturelle? Bon, on ne peut pas nier toujours que les produits synthétisés, ils ont toujours des effets secondaires, mais on essaie toujours de chercher l'importance de leur profil pharmacologique et leurs effets positifs et leurs activités intéressantes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Donc, on peut dire que oui, ils ont beaucoup des effets positifs. Ils étaient présents dans différentes activités biologiques et pharmaceutiques. Et oui, je pense oui. D'accord. Donc, j'espère que madame Roslane Makhloufi est satisfaite avec vos réponses. Sinon, vous pouvez discuter. Donc, c'est le moyen d'avoir plus de contacts et plus de discussions. Donc, il y en a une autre question, je pense. Donc, il y a un nouveau message. Alors, madame Roslane Makhloufi, elle vous dit merci pour vos réponses et elle vous souhaite la bonne chance. Donc, merci infiniment, mademoiselle Shiraz, pour votre intervention. Merci aussi à monsieur le professeur Salah Haqqal pour votre intervention pertinente aussi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Donc, maintenant... Dear Professor,
Oui. Thank you. Thank you very much for Thank you. this exciting session. So we will take a short break to resume the sessions at 11 o'clock with a poster session in the theme Identification and Valorization of Natural Substances with the chairman, Dr. Sausan Hamemi, and Professor Nuruddin Barka. Professor Salah Aqal, thank you very much again. We Thank enjoy. you et je vous souhaite des bons succès pour votre conférence. Au plaisir de vous voir en Tunisie ou bien en Algérie. Merci beaucoup, cher invité. شكرا الله يبارك فيك. شكرا جزيلا كل هذه المحاضرات وانا سعيد جدا بوجودي معكم اونلاين بارك الله فيك. عايشك. تمنينا نكون مع بعض في المونستير او في سوسه لكن للاسف الظروف ما سمحتش. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم مستقبلا سواء في تونس ولا في الجزائر. ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ان شاء الله تتحسن الاوضاع وان شاء الله نتلاقاو اون ديريكت ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ يعطيك الصحه بارك الله. C'était très gentil de votre part. من التوفيق كل التوفيق والنجاح للمؤتمر تاعكم ونشوفكم بألف خير ان شاء الله. ميرسي. شكرا لكل الزملاء في تونس. Très gentil, au plaisir de vous revoir. Merci infiniment. كل الزملاء. بأمان الله. Très gentil, salut. Thank you, dear professor. The pleasure is for us. So we will take a short break. Stay connected. Thank you.